Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le Congrès réuni à Versailles a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. Alors saluez-vous, comme certains, la fin de l'angélisme à gauche? Je remarque c'est vrai que ces événements absolument dramatiques donnent naissance à une nouvelle catégorie de va-t-en-guerre. On voit des speakerines qui, d'une voix sirupeuse, vous vantent les mérites de tel ou tel missile accroché à nos super-étendards ou à nos rafales navalisées, en oubliant que ce sont des instruments qui visent à carboniser les gens. Alors ça peut être des ennemis, j'espère qu'il n'y a pas trop de dommages collatéraux. Je soutiens tout à fait les interventions de l'armée française, la question n'est pas là. Mais je suis partagé entre l'espoir qu'il y ait dans le pays un réveil et par voie de conséquence également en Europe, une prise de conscience des réalités, et puis un certain écœurement quand je vois des gens qui nous ont craché à la figure, qui nous ont conspués, qui nous ont persécutés professionnellement, judiciairement, parce que nous nous efforcions de prévenir ce qui allait arriver, de les voir aujourd'hui rosé gras, le teint frais, la bouche vermeille, comme dit Molière, du Tartuffe, et qui donnent des leçons à tout le monde sur ce qu'il convient de faire. Quand on s'aperçoit ici, malheureusement, un rapport vient d'être voté, était présenté par Madame Dati, mais passé au crible des rapporteurs, des contre-rapporteurs, des groupes majoritaires, ce sont les robinets d'eau tiède qui coulent. Il n'y a pratiquement aucune mesure concrète et aucune prise de conscience des réalités. Le mot d'ordre, c'est surtout pas d'amalgame, etc. Enfin, on reste dans ce mélange de pseudo-humanisme, de recommandations tous azimuts, ça serait bien si, il faudrait que, et en réalité très peu de mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène terroriste. Alors que convient-il de faire selon vous? D'abord, il aurait fallu qu'un certain nombre de ces gens-là ne soient jamais admis sur notre territoire national. Parce qu'on me dit, ah oui, mais ce sont des Français. D'ailleurs, ici, on dit des Européens. Ces terroristes sont des Européens. Donc, pas d'amalgame. Ce sont des Européens qui n'auraient jamais dû le devenir. Ce sont des Européens qui, eux ou leurs parents, effectivement, ont été admis sur le territoire national, mais ne se sont pas montrés dignes de l'acquisition de la nationalité française. Parce qu'on peut dire que cette affaire est quand même absolument emblématique. Ce sont tous des gens qui avaient des situations professionnelles. Par conséquent, quand on nous dit que c'est la marginalité, que c'est le chômage, que c'est l'exclusion qui crée le djihadisme, c'est se moquer du monde, car ils avaient tous été fort bien nourris, élevés, soignés par la République, et ils y avaient trouvé des emplois, ils auraient pu se réaliser par conséquent d'une toute autre façon. Donc je crois que la nationalité, l'accès au territoire français d'abord, la nationalité ensuite, devrait être réservée à ceux qui s'en sont montrés dignes et qui l'ont demandé. Et ça, évidemment, aujourd'hui, il y a un vivier sur lequel ce genre de phénomène peut prospérer. Et puis, on s'aperçoit que l'un d'eux, par exemple, avait déjà un passé criminel, qu'il avait été condamné à 8 ans de prison. Pour un meurtre, je crois, et même d'un jeune ou d'un enfant, ou quelque chose comme ça. Par conséquent, ça pose aussi le problème, évidemment, de notre système judiciaire. On dit ici, il faut renforcer l'interconnexion des fichiers, et notamment on veut ficher tous les gens qui prennent l'avion. Le fameux PNR. Alors justement, la position du Front National a été assez mal comprise parfois. Oui, alors le PNR, c'est Personal Name Record. J'ignorais moi-même d'ailleurs le sens de cet acronyme, mais je sais très bien le contenu, qui consiste à ficher automatiquement et à envoyer partout en Europe les noms de tous les passagers aériens. C'est évidemment dérisoire. C'est dérisoire parce que, d'abord, les vrais terroristes, ils ne voyagent pas sous leur véritable identité. C'est évident. Ensuite, de toute façon, les compagnies aériennes, elles conservent les registres de leurs passagers. Et s'il y a un problème, on peut parfaitement le leur demander. Ce ne sont pas des réponses appropriées, d'autant plus que les événements ont montré que tous les protagonistes étaient fichés.
Par conséquent, ce n'est pas d'information dont on manquait, c'est de volonté d'agir, c'est d'action. Et évidemment, ceux qui ont accueilli ici des millions d'étrangers extra-européens hétérogènes par rapport à notre culture, à nos aspirations, et dont certains, certes, ont montré par leur comportement qu'ils souhaitaient s'intégrer à la communauté française et en étaient dignes, mais d'autres ne l'étaient pas et ont été quand même maintenus sur le sol national, ceux-là sont évidemment les premiers responsables. Alors il a été constaté également depuis les tueries du 13 novembre un virage à 180 degrés de la diplomatie française, puisque M. Hollande maintenant s'est rallié à l'idée de M. Poutine, qui est celle d'une vaste coalition internationale contre le terrorisme. Alors première question, que pensez-vous de ce revirement? Et puis la question que j'ai également posée au député FN, à l'élu d'opposition nationale que vous êtes, à savoir quelle serait dans ce dispositif nouveau la place de l'Union européenne? Oui, je ne suis pas sûr que la place de l'Union européenne soit très pertinente dans cette affaire. Cela montre que notre diplomatie a échoué. Bien évidemment, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ça, c'est le réalisme. Nous ne pouvons pas prétendre exporter nos mœurs politiques, notre démocratie parlementaire, d'ailleurs extraordinairement imparfaite. Je me suis rendu compte que les élections en Tanzanie, où j'étais observateur, étaient à tout prendre, beaucoup plus sérieusement organisées quelquefois que les nôtres propres. Bon, mais nous ne pouvons pas prétendre organiser le monde entier selon nos propres critères. En revanche, nous devons choisir le moindre mal. Et les ennemis de nos ennemis doivent être considérés a priori comme plutôt nos amis. Et ceci est très préférable d'ailleurs à un engagement direct. Bon, et nous aurions dû considérer qu'entre le régime autoritaire de Bachar el-Assad d'une part et les islamistes d'autre part, eh bien il n'y avait pas photo. C'était le régime officiel syrien, reconnu par tous les États du monde d'ailleurs, qu'il fallait plutôt soutenir en cette circonstance. Alors maintenant on en vient à davantage de réalisme, très bien, mais il n'en reste pas moins que l'une des causes essentielles de la montée du terrorisme a été la faute non seulement de la France, mais de l'ensemble des pays occidentaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui a consisté à participer à la destruction de la seule force politique qui était en mesure, dans certains pays, de s'opposer à la montée de l'extrémisme islamiste. Cette force politique, c'était le nationalisme arabe. Moi, je combats le nationalisme arabe chez moi, en France, mais en tant que patriote français, je reconnais le droit aux Arabes d'être nationalistes chez eux. Or, le nationalisme arabe, qui était souvent laïque d'ailleurs, qui était relativement tolérant à l'égard des minorités, le parti Baas, aussi bien en Syrie qu'en Irak, etc., était la seule force politique capable de proposer à ces peuples un avenir collectif et de s'opposer par conséquent au communautarisme de l'extrémisme islamiste. Bon, nous l'avons détruit en Irak, nous l'avons détruit en Libye, nous avons été à deux doigts de le combattre en Syrie, alors qu'il faisait face précisément aux difficultés que nous connaissons, en nous trompant tout simplement d'adversaires. Alors si la diplomatie française en vient à davantage de réalisme, je m'en réjouis, mais il est bien tard. Et l'Union européenne dans cette occurrence? L'Union européenne n'agit pas et ne peut pas agir sérieusement. Bon, sur le plan militaire, elle n'a pas de forces armées. Les intérêts des puissances qui la composent sont tout à fait différents. Un certain nombre de pays de l'Union européenne, par exemple, étaient tout à fait alignés, à tort à mon avis, sur le gouvernement de Washington, notamment dans la deuxième guerre contre l'Irak, dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences, puisque c'est précisément la destruction de l'appareil d'État irakien et l'attitude qu'ont eu ce qu'il faut bien appeler les forces d'occupation, qui ont précipité une très grande partie des sunnites d'Irak dans les bras de ce que l'on appelle l'État islamique. Voilà. Bon, voilà, ça, ce sont des réalités. Je vous rappelle quand même qu'on incrimine un certain nombre de jeunes issus de la deuxième, troisième génération, etc., qui sont partis faire le djihad en Syrie. Mais si j'étais leur avocat, à leur retour en France,
quand on leur fait des procès pour terrorisme, j'aurais beau jeu de faire citer à la barre un certain nombre de gouvernants français. Ceux qui ont dit que M. Bachar el-Assad était un boucher, ou ceux qui ont dit qu'il était un assassin, comme M. Valls, comme M. Hollande ou comme M. Fabius. Je les appellerai en tant que témoins de la défense. Je veux dire, vous avez vous-même été en quelque sorte les bouts de feu qui avaient justifié l'engagement de ces jeunes gens. Il est bien évident que quand ils entendent un discours qui est validé par les autorités de leur propre pays, eh bien, ils sont naturellement portés à aller prendre les armes et à défendre leur coreligionnaires sunnites contre ces bouchers ou contre ces assassins, ou du moins désignés comme tels. Alors, vous parliez d'armes, restons dans le domaine des armes. Vous avez reçu dernièrement sur votre par courriel, Bruno Gollnisch, comme d'autres députés, des messages d'un certain nombre de citoyens qui vous ont fait part de leurs craintes, notamment au sujet des agissements prévus de la Commission européenne, qui tenterait d'instrumentaliser les dramatiques événements du 13 novembre pour restreindre la possession d'armes à feu pour les honnêtes gens, en alignant en fait cette législation sur les armes légitimes, entre guillemets, sur celles que posséderaient les terroristes. Alors, avez-vous eu vent de ce désir ? Oui, je dois dire, je suis vent debout contre cette proposition imbécile, dans le désir de montrer que l'on fait quelque chose. L'Europe, l'Union européenne, tout comme l'État français, s'en prend évidemment, j'allais dire, aux honnêtes gens, et laisse en paix, ou laisse de côté, du moins, les criminels. En l'occurrence, je vous parlais à l'instant de ce fichier des passagers aériens parfaitement superflu dans la lutte contre le terrorisme. Encore une fois, la preuve, c'est que tous les terroristes étaient fichés et que par conséquent, le déficit, ce n'était pas un déficit tellement d'information, c'était un déficit d'action. Bon. En ce qui concerne les armes, c'est pareil. Est-ce qu'on veut maintenant obliger les gens qui ont eu une autorisation de détention d'armes ou de port d'armes à restituer leurs armes? Est-ce que vous croyez un seul instant que les mafieux ou que les criminels ou que les terroristes, ils ont fait enregistrer leurs armes, leurs Kalachnikov ou leurs M16, leurs fusils à répétition, leurs armes automatiques, ils les ont fait enregistrer à la préfecture ou au commissariat de police? C'est une plaisanterie. Il est évident qu'on va désarmer les chasseurs, on va désarmer les membres des clubs de tir, dans lesquels on devrait plutôt voir, en cas de situation qui s'avérerait périlleuse et dramatique pour notre pays, des auxiliaires, bien évidemment, plutôt que de les assimiler aux dangers qui nous menacent. Ces derniers jours, Renaud Dely, journaliste à l'Obs, vous a interpellé, notamment via Twitter, pour s'offusquer d'un article paru sur votre blog. Alors, monsieur Dely n'était pas content de votre réaction, enfin de la réaction de cette réaction sur votre blog à une de ses chroniques, une chronique qui a été diffusée la semaine dernière. À la radio. Chronique radio, tout à fait, sur France Inter. Alors, dans cette chronique, M. Dely expliquait, alors je le cite, qu'il y aurait quelques convergences de vues entre le FN et les terroristes, ou du moins quelques indices troublants. Alors certes, poursuivait-il, on ne dira pas Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le lire absolument mot à mot, début de citation, la déclaration de M. Dely. C'est ce que j'étais en train de faire. Oui, oui. Il y aurait quelques convergences de vues entre le FN et les terroristes, ou du moins quelques indices troublants. Alors certes, on ne dira pas que le FN vote Daesh, non bien sûr, mais en revanche, ce qui est clair, c'est que Daesh vote FN. Alors Bruno Gollnisch, quelle est votre réaction à cette... Oui, ma réaction a été une réaction évidemment de protestation contre cette tentative évidemment de détourner l'attention. On voit bien la manœuvre. Hein, on voit bien la manœuvre qui consiste à dire le Front National a prédit ce qui est arrivé. Il a, on le sait, les réponses fermes qui permettraient de rétablir la sécurité en France, sans qu'elle soit jamais assurée de façon définitive. Par conséquent, la situation présente profite au Front National. Mais nous ne nous réjouissons pas des malheurs de notre pays, Monsieur Dely, n'est-ce pas ? Vous êtes de ceux
avec un certain nombre de vos confrères journalistes, dans les organes de presse dans lesquels vous avez écrit, qui avaient prôné, qui avaient défendu l'immigration massive, qui avaient attaqué ce que vous appeliez, vous ou vos confrères, les fantasmes sécuritaires du Front National, qui avaient constamment vilipendé notre action, notre mise en cause, et maintenant que le problème est là, vous dites ça nous profite, et vous suggérez quand même, plus qu'à mots couverts, que nous pourrions en être heureux, ou que nous pourrions en être les complices, ou qu'il pourrait y avoir, comme on disait dans le vocabulaire marxiste que vous connaissez peut-être mieux que moi, une alliance objective. Non, il y aura plus d'alliance objective qu'entre le cancérologue et le cancer. Le cancérologue est là pour soigner le cancer, mais c'est vrai que, d'une certaine façon, sa situation sociale se justifie précisément par le caractère dramatique et de plus en plus répandu de cette maladie. Mais ça ne signifie pas du tout qu'il en soit partisan, c'est évident. Et il n'y a aucune espèce de complicité, ni intellectuelle, ni de convergence politique entre des gens que nous avons toujours combattus, entre des périls dont nous avons essayé de protéger nos concitoyens et nous-mêmes. Ça me paraît parfaitement clair, mais M. Dély n'est pas le seul à hasarder ce genre d'insinuation. Il est, je crois, un peu revenu là-dessus en disant qu'il ne visait pas le fait que Marine Le Pen n'aurait pas... Il l'a dit, il n'a pas condamné les attentats, ce qui est absurde. Bon, bien sûr qu'elle a condamné les attentats. Non, mais alors, c'est pas... Elle a peut-être condamné les attentats, mais elle n'a pas condamné certaines réactions outrancières de son entourage qui disait que ces attentats, sans doute, éclaireraient nos compatriotes sur la justesse de nos analyses. Voilà. Ah bon, c'est pas déjà tout à fait la même chose. Éric Zemmour a été attaqué également dernièrement pour une de ses chroniques dans laquelle il disait que la priorité était peut-être de bombarder Molenbeek, le quartier dans lequel, on le sait, se trouvaient de nombreux fondamentalistes, en tout cas terroristes. Autre personnalité médiatique épinglée, Michel Onfray, philosophe bien connu, qui a affirmé en fait au lendemain des attentats que ceci était une réponse à la politique étrangère de la France. Il a d'ailleurs même dit, là aussi je le cite très, très précisément, « Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre l'islam politique récoltent nationalement la guerre de l'islam politique. Certains veulent me fusiller comme Robert Brasillac à cause de mes propos », a-t-il ajouté. Alors faites-vous partie de cela, Bruno Gollnisch? Non, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais c'est parfaitement exact, c'est parfaitement factuel. Je n'ai pas toujours les mêmes visions, les mêmes vues que M. Onfray. Chacun sait que c'est un philosophe athée, je ne le suis pas, mais c'est un homme intelligent. C'est un homme dont les propositions, les énoncés méritent d'être pris en considération, d'être discutés, d'être débattus. Et c'est vrai, bien sûr, que nous avons semé les conditions favorables à l'éclosion de l'islamisme politique, bien sûr, et que nous en récoltons les fruits amers. Quant à Zemmour, bon, le tort de Zemmour c'est d'être intelligent et de croire aussi que ses compatriotes, notamment ses homologues dans la classe médiatique, le sont également. Chacun comprend bien que c'est du deuxième degré. Zemmour, je n'ai pas besoin de l'appeler au téléphone pour ça, n'a jamais souhaité réellement que l'on bombarde Molenbeek. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, en réalité, le mal est à l'intérieur de nos frontières et que des expéditions extérieures, serait-ce comme celles que le gouvernement français mène à l'heure actuelle, sont tout à fait insuffisantes pour résoudre en elles-mêmes le problème du terrorisme. Que même si Daesh ou l'État islamique, comme l'on dit, disparaissait, il est fort possible que le terrorisme, lui, continue de se manifester. Et c'est très exact. Et c'est très exact que, par exemple, les États-Unis ont, je n'ose dire, profité de l'affaire du 11 septembre pour déclencher une expédition en Afghanistan dont on n'est toujours pas revenu depuis des années. Hein. La situation s'enlise complètement dans ce pays. Bon,
mais les attentats du 11 septembre, ils n'ont pas été préparés nécessairement en Afghanistan. Ils ont été préparés à Hambourg, ils ont été préparés à Londres, et ils ont été préparés sur le territoire même des États-Unis par des gens qui avaient des titres de séjour parfaitement légaux et des licences de pilote. Voilà la réalité. Alors, la boutade, peut-être provocatrice, de Zemmour, elle vise à faire prendre conscience de cette réalité. Un point, c'est tout. Il n'y a que les tartuffes que je stigmatisais tout à l'heure pour s'en offusquer. Ou alors la bourgmestre de Molenbeek qui est dans son rôle en déplorant, mais je la rassure, personne ne va bombarder Molenbeek, on ne va pas bombarder non plus la basilique de Saint-Denis, ni ses environs, même si ce département est en train de devenir le Kosovo français. Ni fusiller M. Onfray, donc. Non. Un certain nombre de sondages, Bruno Gollnisch... J'espère, quoique. Un certain nombre de sondages... Des gens qui ont eu raison trop tôt ont été fusillés, c'est sûr. Alors en parlant de gens qui ont raison trop tôt, un certain nombre de sondages concernant la PACA notamment analysent en fait une petite poussée, enfin une poussée d'ailleurs même assez sensible des intentions de vote en faveur du Front National, alors à ce qui se traduirait dans les urnes par une embellie du Front à la lumière des événements tragiques que nous avons connus. Un politologue comme Pascal Perrineau a lui plutôt mis un bémol. Il explique qu'en période de crise, il y a souvent un réflexe légitimiste de l'électorat qu'il pousse en fait à consolider les partis en place, et que le Front National, dans ce contexte de crise aiguë, souffrirait d'un déficit peut-être d'image, d'un déficit en tant que parti de gouvernement responsable, capable d'assurer demain les destinées de la France. Quelle est votre analyse sur tout cela ? Alors, M. Perrineau a à la fois raison et tort, à mon avis. Il a tort en ce sens que il a tort avec tous ceux qui disent que le Front National n'est pas apte à gouverner parce qu'il n'a pas gouverné jusqu'à présent. Ça, c'est l'argument que trouve sur le marché du travail un certain nombre de jeunes diplômés qui se voient toujours opposer qu'on ne souhaite embaucher que quelqu'un qui a de l'expérience. Ben oui, mais tant que vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas acquérir de l'expérience. Si on ne vous donne pas votre chance, vous n'acquérirez jamais d'expérience. C'est un des vrais drames de notre marché du travail. Bon, alors, si on appliquait à la lettre ce raisonnement, je ne dis pas que c'est celui de M. Perrineau, d'ailleurs, il le décrit, et il a raison de le décrire, parce qu'il existe dans les esprits d'un certain nombre de compatriotes. Mais enfin, écoutez, si on appliquait à la lettre ce raisonnement, ça serait toujours la même formation politique qui gouvernerait dans chaque pays. Il n'y aurait jamais eu d'alternance. Par exemple, les travaillistes n'auraient jamais accédé au pouvoir en Grande-Bretagne. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'auparavant, le pouvoir était partagé entre les conservateurs et les libéraux qui y alternaient. Bon, les travaillistes ont fini par obtenir un jour une majorité relative et puis par entrer au gouvernement et puis ils y sont revenus à de multiples reprises et peut-être qu'ils y reviendront la prochaine fois, tant la politique de M. Cameron n'est pas vraiment enthousiasmante, il faut bien le dire. Bon, voilà. Alors, c'est pareil. On nous dit vous n'avez pas été au gouvernement, mais moi je peux vous dire qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen était en finale et qu'il avait dit « si je gagne », nous savions très bien qu'on ne gagnerait pas, mais Bruno Gollnisch serait mon Premier ministre, moi j'aurais eu aucun problème pour constituer un cabinet ministériel en un quart d'heure en alignant des noms de personnes dont les compétences, les titres, l'expérience n'auraient absolument rien eu à envier au titulaire actuel du poste. Bon, par conséquent, il y a des gens de compétences au Front National, bon sang, donnez-leur leur chance, puisque ce sont des gens qui ont fait les vrais diagnostics, qui proposent des vraies solutions, c'est donc vers eux qu'il faut se tourner. Bon. Et alors maintenant, M. Perrineau a peut-être raison quand même sur un point, c'est que c'est vrai que les situations de crise, traditionnellement, profitent aux autorités en place. Et on voit bien que maintenant, les socialistes sont presque au garde-à-vous, ils s'enrôlent, enfin, c'est armons-nous et partez, hein, ils sont très économes de leur propre sécurité, mais enfin, ils sont prêts à utiliser une armée française qui est utilisée sur quantité de théâtres d'opérations. J'ai lu récemment une lettre d'un général que je ne connaissais pas, un général de l'armée aérienne, le général Salini, qui était une lettre adressée à M. Le Maire, et qui était à cet égard extrêmement révélatrice. Bon. Monsieur Le Maire, le républicain. Le républicain. Pas le nôtre. Non, pas le nôtre, précisément. Non, le républicain ex-UMP, oui.
qui conseille dans ce domaine la prudence et qui rappelle tous les engagements d'une armée française dont les moyens ne sont pas à la hauteur des responsabilités qu'on lui confie. Bon, ça va peut-être changer, je l'espère, tant mieux. Mais j'espère que nos compatriotes ne vont pas se laisser abuser par cela et qu'ils vont quand même avoir une mémoire un petit peu plus longue que d'habitude et se souvenir de ce qui, chez les uns comme chez les autres, chez les conservateurs et libéraux, Sarkozy, comme chez les socialistes ou socialo-écolo-communistes, est responsable de la situation actuelle. Il y a quand même un certain nombre de déclarations qu'on relit aujourd'hui et qui sont extraordinairement éclairantes. Et il ne suffit pas maintenant de relever le menton, de rouler les mécaniques, passez-moi l'expression, pour s'exonérer des responsabilités, des crimes et des fautes passées. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno Gollnisch. Merci.